Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 25 février 2023. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique et en droit des affaires. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. J'en attends aucun mandat ni aucune considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui: Monsieur Trudeau, où sont nos abris antinucléaires? Où sont nos abris antinucléaires? Voilà. Récemment, on apprenait que la Russie avait mis à jour, rénové, voire agrandi les abris antinucléaires un peu partout sur son territoire, et en particulier dans les grandes villes, et qu'on y avait installé aussi des systèmes d'interception antimissiles ou anti-aériens plus généralement. Donc, la Russie a mis en place un dispositif de défense en cas d'attaque et surtout en cas d'attaque nucléaire. Maintenant, nous savons avec les discours de M. Biden et de M. Zelensky et de Vladimir Poutine que l'épicentre du conflit de la Troisième Guerre mondiale, puisque c'est comme ça maintenant qu'on doit l'appeler, c'est l'Ukraine, mais qu'en réalité, c'est l'ensemble du monde occidental qui est visé, de même que la Russie. Voilà. Donc, la table est mise pour un conflit mondial presque imminent. Allons maintenant dans les détails en ce qui concerne les fameux abris. D'abord, il est important de dire et de préciser que généralement, il y a des données objectives dans ce conflit. On entend beaucoup d'experts de plateau donner leurs opinions à gauche et à droite, et on n'a pas l'impression que ces experts nous font avancer dans notre compréhension du conflit. Néanmoins, il y a des données objectives. Qu'on soit pour ou contre l'Ukraine, pour ou contre la Russie, c'est pas important. L'important, ce sont les données objectives, les faits. Et les faits sont les suivants. C'est que de part et d'autre, du côté de l'Ukraine, qui a l'appui des États-Unis, en fait, qui mène la guerre par procuration pour les États-Unis, il y a une escalade objective en fourniture de matériel militaire et en appui financier. Les forces de l'OTAN se joignent et viennent appuyer la démarche américaine, mais essentiellement la démarche est américaine. Bon. Du côté des Russes, écoutez, avant 2022, en 2021 et même en 2020, Poutine avait annoncé son intention d'envahir l'Ukraine, ce qu'il a fait en 2022. Donc, comme on dit, les bottines suivent les babines, pour reprendre l'expression de Denis Coderre. Les actions suivent les paroles du président Poutine. Ce qu'il dit, il le fait. Il le fait aussi dans le cas des infrastructures. Il a dit qu'il s'attaquerait aux infrastructures, que le peuple ukrainien était pour souffrir. Eh bien, il le fait. Il avait promis, annoncé une alliance avec d'autres nations. Il le fait dans le cadre du BRICS, n'est-ce pas? La Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil. On parle aussi de l'Algérie et de nombreux autres pays africains qui pourraient se joindre au BRICS. Donc, de part et d'autre, il y a une escalade objective de la tension politique, diplomatique et sur le terrain, elle est militaire. Donc, nous sommes en route vers un conflit mondial. Laissons de côté les opinions, qui a tort, qui a raison, peu importe. Il y a objectivement une escalade et un conflit mondial qui s'annonce. Maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qui se produit dans le cadre d'une attaque nucléaire? Dans le cadre d'une attaque nucléaire, si par exemple une bombe thermonucléaire, un missile thermonucléaire éclatait sur le territoire américain, par exemple, eh bien, il y aurait l'épicentre et il y aurait ensuite ce qu'on appelle
des cercles concentriques ou des zones circoncentriques de contamination ou des zones qui deviennent totalement inhabitables à cause des radiations. Donc, vous avez l'épicentre et vous avez des zones circoncentriques de territoires contaminés qui sont devenus inhabitables, et ça pour une longue période de temps. Là, on parle ici de l'utilisation de missiles stratégiques ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, ICBM, ce que vous trouvez sur Google, autrement dit des missiles intercontinentaux balistiques dans le cadre d'une guerre totale. Pour l'instant, Poutine a annoncé la possibilité de missiles tactiques nucléaires à impact limité en Ukraine, mais c'est le même principe. Vous avez l'épicentre et vous avez des cercles concentriques ou circoncentriques de zones contaminées et qui ne sont plus habitables. Donc, ça veut dire que si vous vous aventurez sur des territoires contaminés, vous risquez d'attraper ou de brûler, d'avoir des brûlures graves ou encore de subir un cancer à plus ou moins longue échéance. Donc, les conséquences sont extrêmement graves. Donc, vous avez des missiles tactiques qui pourraient être utilisés en Ukraine dans un avenir immédiat, ce que Poutine a promis, et comme il a l'habitude de faire ce qu'il dit, c'est simplement une question de temps. Maintenant, pour en arriver à une guerre totale de missiles stratégiques, balistiques, qui seraient lancés d'un continent à l'autre, eh bien, il y a un pas à franchir qui n'est pas encore franchi, mais qui s'annonce clairement et qui, je soupçonne fort, va être franchi. D'où la question, et en considérant le fait que les Russes se préparent sur le plan défensif avec des abris, avec de l'artillerie anti-aérienne, anti-missile auprès des villes et même dans le centre des villes. Que faut-il en penser? Quelles conclusions devons-nous en tirer? Quels sont, nous, au Canada, au Québec, les mécanismes de défense en place pour un conflit dont l'escalade est objectivement constatée par tout le monde, mais nos experts de plateau préfèrent faire dévier la question et se contenter de faire de la propagande. Donc, qu'est-ce que nos dirigeants font pour protéger la population dans le cas d'une escalade nucléaire? Parce que nous y sommes très près, là. Soyons pas naïfs. Je vous invite à lire le merveilleux ouvrage de Herman Kahn, Thermonuclear War, qui est disponible en PDF sur Google. Si vous voulez, évidemment, procéder à une étude un peu plus approfondie des conséquences absolument tragiques, énormes des guerres nucléaires. On parle de millions de morts, là. C'est pas... Écoutez, il n'y a pas de mesure historique encore. Seuls les Américains se sont aventurés sur ce terrain-là en envoyant une bombe atomique à l'époque sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, les Américains ont créé le précédent. C'est pas les Russes, là. Les Américains ont créé le précédent. Donc, et là, il y a une hypothèse qui devrait nous troubler. Supposons que la Russie lance son fameux missile Satan en direction du territoire américain. Bon. Supposons que le système de défense antimissile américain fonctionne bien et que le missile Satan explose à 40 000 ou à 50 ou à 60 000 pieds de hauteur dans l'espace aérien au-dessus des États-Unis. Quelles pourraient être les conséquences de l'explosion d'une arme d'un missile thermonucléaire à une altitude de 60 000 pieds au-dessus des États-Unis? Eh bien, écoutez, il n'y a pas d'études objectives qui ont été faites là-dessus parce que sur le plan expérimental, ça n'a encore jamais été tenté, mais les conséquences sur le climat et sur les radiations qui pourraient être répandues à une vitesse absolument incroyable,
eh bien, les conséquences seraient tragiques, même pour le Canada, même pour le Québec, même si c'est une ville américaine qui est visée, si un ou plusieurs missiles thermonucléaires explosent en haute altitude. Quelles vont être les conséquences pour des territoires situés à une distance quand même assez importante? On parle, par exemple, d'une ville du centre des États-Unis qui serait visée. Est-ce qu'il pourrait y avoir un impact au Canada? Ben, la réponse à ça, moi j'en suis convaincu, c'est oui, même s'il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites là-dessus. Donc, on peut penser que les conséquences sur le climat, sur la contamination par les radiations seraient absolument épouvantables. Donc, malheureusement, on constate, je le répète, une escalade objective des tensions de part et d'autre, ce qui nous mène tout droit à la guerre nucléaire, ce que Poutine a annoncé. Soyons clairs, il l'a annoncé, c'est pas de la spéculation, là. Hein, il avait annoncé l'invasion de l'Ukraine, il avait annoncé son opération militaire spéciale, il l'a fait. Zelensky bénéficie de l'appui inconditionnel de Biden et de l'administration américaine. Biden est au pouvoir jusqu'en 2024. Donc, d'ici ce temps-là, il a le temps de déclencher une guerre nucléaire, de part et d'autre. Soyons clairs, je ne prends pas position ni pour une partie ni pour l'autre. Je me base sur des données objectives et je pense à la sécurité nucléaire. Où sont nos abris antinucléaires au Québec? Où sont nos abris antinucléaires au Canada? Oh, en Russie, ces abris antinucléaires peuvent recevoir des milliers de personnes. Ils ont été aménagés afin que les personnes puissent vivre sous terre de longues périodes de temps. Mais ici, au Québec et au Canada, n'est-ce pas, où sont nos abris antinucléaires? Est-ce qu'on va nous laisser griller vivants par les radiations, subir les conséquences pour d'éventuels cancers? Voilà. Je soumets tout ceci à cette réflexion aujourd'hui. Hier, on a fait, partout à travers le monde, on a fêté la première année de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on a vraiment évalué toutes les conséquences à moyen et à long terme, de part et d'autre, à partir de faits objectifs, et non pas à partir de spéculations d'experts de plateau? Voilà, oui, comme disait un humoriste américain au sujet de la guerre nucléaire, je vais le dire en anglais, si jamais il y avait une attaque ou que des missiles thermonucléaires atteignaient notre territoire, au fond, tout ce qu'il y aurait à faire, comme on dit, drop your head between your legs, kiss your ass, and say bye-bye. Voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à aimer ou à ne pas aimer, et surtout à partager, parce que cette vidéo est d'une importance capitale pour nous-mêmes, nos familles, les générations futures, et prendre en compte l'inaction, l'aveuglement de nos dirigeants, de tous nos dirigeants. C'est incroyable ce qui se passe, c'est une marche à la mort que l'on célèbre en agitant des drapeaux. Quelle stupidité, quelle inconscience, quelle imbécilité, je n'en reviens pas. Là-dessus, il fait soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et excellente journée, à aimer ou à ne pas aimer et à partager surtout. C'est très important. Bonne journée. Au revoir.